et messieurs, merci de votre fidélité à Télé 7 et surtout à nos programmes. Aujourd'hui, nous revenons avec un entretien plus ou moins spécial au regard de la situation qui prévaut à l'est de notre pays où les rebelles du M23 ont décidé de rompre la trêve. Aujourd'hui, appuyés visiblement, selon les médias présents, par des militaires étrangers, ils sont sur le point de prendre la ville de Goma. La MONUSCO s'interpose. Nous allons essayer de discuter autour de cette question avec monsieur l'abbé Richard Mugaruka, professeur à l'Université catholique du Congo. Bonsoir monsieur l'abbé. Bonsoir. Monsieur l'abbé, nous l'avions dit la semaine passée, le mouvement du M23 avait décidé de rompre la trêve. Aujourd'hui, ils sont à quelques kilomètres de la ville de Goma. Tout ce week-end, nous l'avons passé dans la consternation. Et comment analysez-vous cette avancée presque facile de ce mouvement rebelle? Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord rendre hommage à ces centaines de milliers de Congolais qui aujourd'hui dans cette région se trouvent en déshérence, soumis à des intempéries, livrés à toutes sortes de souffrances, non pas par suite d'une catastrophe naturelle, mais par suite d'un problème politique, c'est-à-dire d'un problème qui dépend des hommes, lié à la bonne volonté ou à la mauvaise volonté des hommes. Des centaines de milliers de déplacés. Lorsque les hostilités ont commencé et que le M23 a commencé à avancer, les premiers, après la chute de Kibumba, le premier camp de réfugiés auquel il devait aboutir, arriver, c'est le camp de Kanyaruchima. Ce fameux camp de Kanyaruchima comptait plus de 100 000 déplacés. Ces 100 000 déplacés qui ont fui le M23 et qui donc se sont mis sous la protection du gouvernement et de l'armée régulière. Eh bien, une fois que Kibumba est tombé, ces gens-là se sont dit, l'M23, les mutins du M23 que nous avons fui, s'ils nous trouvent ici, ils vont nous maltraiter, ils vont nous massacrer. Et le camp a été vidé de ses occupants qui se sont tous déversés sur Goma. 100 000 déplacés en plus à Goma, dans une ville qui compte entre 500 000 et 1 million d'habitants. C'était déjà une première catastrophe humanitaire. Ces gens sont toujours là à Goma, cette fois-ci, confrontés à la même situation que les habitants de Goma, qui ne savent plus à quel sens se vouer parce que, effectivement, les FARDC ne font pas le poids devant le M23. Et ça, c'est un problème grave. Nous disons que les FARDC ne font pas le poids devant le M23, mais vous dites que c'est eux qui ont rompu la trêve. Mais il y a à peu près 3 jours que nous avons entendu le porte-parole du gouvernement nous dire que les FARDC avaient déclenché des hostilités et qu'ils avaient tué plus de 100 mutins. Tout le monde a pu suivre ça dans les médias. Et en fait, le M23 est intervenu, le M23 réagit à l'offensive qui avait été déclenchée par les FARDC, qui malheureusement se trouvaient en position de faiblesse parce que manifestement, c'est eux maintenant qui ont dû fuir, qui ont perdu du terrain. Les M23 ont dépassé Kibumba, ils ont dépassé Kibati c'est à 7 km de Goma. Et aujourd'hui, hier nous avons suivi à la télévision, à la radio en tout cas à RFI, oui. À RFI, vers midi, on a suivi le porte-parole de l'armée qui avait dit que l'armée, les FARDC, qui a déclaré qu'ils venaient de recevoir, qu'ils avaient reçu les ordres de la haute hiérarchie pour évacuer Goma afin d'éviter un bain de sang, afin d'éviter une catastrophe humanitaire. Cela signifiait que donc les M23 pouvaient entrer à Goma quand et comme ils voulaient, puisque en fait les soldats, les FARDC avaient reçu l'ordre, d'après ce que moi j'ai suivi RFI sur RFI à 13h30, ils venaient de recevoir l'ordre d'évacuer et de ne pas combattre pour éviter la mort des civils. C'est ça la situation.
Et aujourd'hui, nous venons d'apprendre que le M23 est effectivement à la porte de Goma, mais que le M23 a décidé de s'arrêter à la porte de Goma, sans doute sous la pression de la communauté internationale. La pression est intense, M. Labbé. Je voudrais que nous puissions aborder cette question avec le prisme beaucoup plus de relations internationales. Comment on peut comprendre aujourd'hui que le rapport des Nations Unies cite nous-mêmes le Rwanda et l'Ouganda comme des soutiens avérés à cette rébellion? Comment on peut comprendre que cette rébellion puisse, selon ce que TV5 et les autres médias qui sont sur place démontrent, détenir en tout cas de matériel de guerre beaucoup plus sophistiqué? Alors, et on ne fait rien, on ne condamne pas le Rwanda, on ne condamne pas l'Ouganda. Est-ce que la communauté internationale joue franc jeu dans ce coup, M. Labbé? Le problème ne se pose peut-être pas de cette manière-là. Le problème se pose de la manière suivante. Il n'y a pas de dissuasion diplomatique sans dissuasion militaire. Si les rapports de force sur le terrain sont en faveur de l'Ouganda et du Rwanda, la communauté internationale ne pourra qu'en prendre acte, constater que la RDC est incapable de se défendre militairement contre l'Ouganda et contre le Rwanda. La réflexion de la part des Congolais devrait consister à se poser la question de savoir, et c'est la seule question qui nous intéresse, qui intéresse les Congolais, comment modifier les rapports de force sur le terrain entre la RDC et le Rwanda et l'Ouganda. Ça, c'est le problème de fond. Le Rwanda et l'Ouganda ont agressé le Congo. Ceux qui en doutaient ont dû assister à des affrontements entre l'armée rwandaise et l'armée ougandaise en plein Kisangani, à près de 1000 km de la frontière. Le Congo a été agressé par le Rwanda et l'Ouganda. Depuis lors, la communauté internationale qui l'a accepté, qui en a pris acte, qui l'a constaté, n'a pris aucune sanction contre le Rwanda et contre l'Ouganda. Il y a eu juste la condamnation de la Cour internationale de justice, à ne pas confondre avec la Cour pénale internationale, qui a condamné l'Ouganda à payer 10 milliards en compensation de cette guerre, de cette invasion, de ce pillage des richesses du Congo. Le Rwanda n'a jamais été condamné, il est vrai qu'il n'est pas partie prenante de cette cour-là. Mais il n'empêche que cette communauté internationale qui a été incapable de sanctionner le Rwanda et l'Ouganda pour avoir agressé le Congo, ce n'est pas aujourd'hui, alors que nous sommes à une énième agression, parce que depuis lors, il y a eu plusieurs autres agressions, il y a eu plusieurs autres condamnations de la présence de l'Ouganda et du Rwanda en RDC. Cela a été constaté plusieurs fois, mais ça n'a été suivi d'aucun effet. C'est comme si la communauté internationale encourageait le Rwanda et l'Ouganda à envahir le Congo. Et en fait, on peut le comprendre parce que les derniers bénéficiaires du produit du pillage des ressources naturelles du Congo, ce sont les multinationales qui ont pignon sur rue dans ces pays des grandes puissances. C'est peut-être ça aussi le problème, M. Labbé, parce qu'on a senti un peu comme une sorte de contradiction lorsque le Conseil, le comité des sanctions s'est réuni. Au lieu de parler du Rwanda, il parle plutôt du M23, alors que tout le monde sait que le M23 est utilisé comme une sorte de paravent à ces mouvements, à ces pays qui veulent assujettir cette partie du pays. L'ambassadeur de France aux Nations Unies, pour sa part, trouve qu'on ne peut pas nommément citer un pays parce qu'il n'y a pas de preuves. Alors, devant tout ça, oui, M. Labbé, vous n'allez pas très loin. Le Rwanda a été coopté comme membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc il siège à la Cour des Grands. Il siège dans la Cour des Grands, alors que la même institution avait déjà, par la voix de ses experts, constaté que ce pays perturbait la paix dans la région des Grands Lacs. Et au lieu de le sanctionner, on l'a comme récompensé en lui permettant de siéger dans la Cour des Grands, là où justement on est chargé de juger les pays qui enfreignent le prescrit de la charte de l'organisation.
Nous avons un problème, c'est-à-dire à notre incapacité militaire, à la faiblesse militaire, à l'impuissance militaire du Congo. Il faut ajouter aussi son incompétence ou sa faiblesse diplomatique. C'était à nous de faire valoir des arguments pour, un, empêcher que le Rwanda soit coopté comme membre non permanent du Conseil de sécurité. Est-ce que nous en avions le moyen, M. l'abbé? Même si nous n'avions pas, réussi, au moins on aurait pu tenter une action d'envergure. Est-ce qu'on l'a tenté? Je ne pense pas. Au contraire, le Rwanda a été présenté par toute l'Afrique, et cela après la réunion de la francophonie, au cours de laquelle beaucoup de pays francophones africains avaient condamné le Rwanda. On n'a pas été capable de mener une action diplomatique conséquente pour empêcher que le Rwanda remporte cette victoire diplomatique. Mais, comme je vous l'ai dit, le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est les rapports des forces réelles sur le terrain. C'est-à-dire notre capacité à défendre notre souveraineté et l'intégrité du territoire. Vous savez, la souveraineté et l'intégrité du territoire d'un pays ne sont jamais acquises une bonne fois pour toutes. C'est constamment qu'un pays doit défendre son intégrité et sa souveraineté. Même dans des pays, de tradition démocratique, des pays très vieux comme la France, vous connaissez la Corse, le problème de la Corse qui se repose régulièrement. Vous connaissez en Espagne le problème de l'État basque. C'est un problème qui se pose constamment. Vous connaissez en Belgique l'extrême droite flamande. Eh bien, dans ces pays-là, le gouvernement se bat continuellement, doit continuer à se battre et à se doter des moyens politiques, financiers, militaires et diplomatiques pour défendre sa souveraineté et son intégrité. Et nous, malheureusement, dans cette absence de vision, dans ce bricolage général qui nous caractérise, dans cette navigation à vue, nous ne nous arrêtons pas pour nous dire si nous voulons que notre pays survive, si nous voulons que notre pays sauvegarde sa souveraineté et son intégrité, il nous faut absolument nous doter des moyens financiers, des moyens militaires, des moyens politiques, des moyens diplomatiques, de défendre notre souveraineté et de défendre notre intégrité. Ça, c'est le problème de fond. Aujourd'hui, vous parlez de Goma avec l'insécurité. Vous savez que l'insécurité se trouve dans toute la région de l'Est là-bas. Rien que dans la même province, on a enlevé, il y a 3 de nos prêtres, de nos confrères prêtres catholiques qui sont aujourd'hui enlevés par un groupe armé non identifié qui a exigé 50 000 $ de rançon pour chacun de ces prêtres-là. Et ces prêtres sont encore jusqu'aujourd'hui arrêtés. Ce sont des prêtres qui ont été arrêtés en Baou, dans Béni, donc dans le nord du Nord Kivu. Oui. Et c'est une situation qui existe. Vous savez que dans la province orientale, il y a toujours les Mbororo qui sont là. Plus personne n'en parle. Il y a les RAC qui sont toujours là, malgré la présence de quelques membres des forces spéciales américaines. On n'a toujours pas arrêté Kony. Vous savez que dans le sud Kivu et le nord Kivu, il y a toujours les FDLR qui font la pluie et le beau temps et qui d'ailleurs font partie du cahier des charges du M23 sous l'instigation du Rwanda. Parce que le Rwanda pense, en fait, le problème de l'Est a son épicentre au Rwanda. Alors, monsieur Et donc, cette situation d'insécurité devrait être étudiée dans son ensemble. On a vu aussi l'Angola qui, il y a 2 semaines, a encore traversé la frontière et qui s'est battu contre les choses à Tchela. Donc, c'est un problème global de notre politique de défense et de sécurité. Et ça se pense. Ça ne s'improvise pas. Mais à un moment donné, M. l'abbé, la campagne contre la balkanisation du pays avait pris de l'ampleur juste avant la francophonie, et puis à un moment donné, plus personne n'en parle, peut-être les quelques médias dont le potentiel et tous ces médias qui font partie de ce groupe de presse et quelques médias encore qui essaient un peu d'accorder quelques espaces à cette question. Mais est-ce que nous n'avons pas peut-être été quelque part naïfs d'avoir pensé que la situation était résolue alors que dans les officines obscures là-bas, la situation était toujours en train d'être planifiée pour aboutir à ces résultats qu'on est en train de décrire aujourd'hui? Vous avez tout à fait raison. Nous avons été naïfs et faibles, et dans les relations internationales, la naïveté et la faiblesse ne payent pas. Vous êtes fort, et alors vous vous défendez. Si vous êtes faible, on vous écrase.
Et donc, ce que nous devrions faire, c'est aujourd'hui nous poser la question de savoir comment organiser, comment concevoir d'abord, et puis ensuite organiser notre politique de défense et de sécurité. Et donc, comment nous doter des moyens financiers, des moyens militaires, des moyens diplomatiques, des moyens politiques, pour que nous soyons à même de défendre la souveraineté de notre pays et l'intégrité du territoire. Et malheureusement, ces moyens-là, je ne sais pas si nous les avons, et en tous les cas, même si nous les avions, nous n'avons jamais pensé à nous organiser pour les mobiliser et pour les gérer de manière rationnelle, de manière pertinente, de manière adéquate. Et c'est là le problème. C'est un problème de leadership et un problème de gouvernance. Makenga, Sultan Makenga exige des négociations. Il a dit dimanche sur les antennes de TV5 qu'il demande au président Kabila d'accepter d'aller avec eux à la table des négociations. Est-ce que vous pensez que cette situation va se résoudre par la négociation dès lors que l'option militaire et diplomatique n'a pas payé? On ne négocie jamais lorsqu'on se trouve en position de faiblesse. Lorsqu'on est en position de faiblesse, la ville de Goma est menacée. Exactement. On s'expose tout simplement à une énième humiliation, à une énième capitulation, à une énième trahison. S'ils ne sont pas forts, et effectivement c'est ça qui se passe, la défaite militaire nous obligera nécessairement à accepter d'aller nous asseoir à une table de négociation. Mais quand on est faible, on ne négocie rien. Quand on est vaincu, eh bien, on est soumis à la justice du vainqueur. Et ça, c'est grave. Parce qu'en fait, je ne comprends pas comment le M23 peut demander que nous négocions. Si le M23 est un mouvement congolais, et si c'est un mouvement politique, le minimum qu'on peut lui demander, qu'on doit lui demander, qu'on doit exiger de lui, c'est de respecter la Constitution. Parce que la Constitution, ce n'est pas le gouvernement qui l'a mise en place. Ce n'est pas les dirigeants actuels qui l'ont mise en place. La Constitution, c'est l'expression du consensus national sur les termes de référence de la gestion et de l'organisation de notre vivre ensemble. Alors, cette Constitution est fondée sur les principes démocratiques, et selon les principes démocratiques, nul n'a le droit de s'emparer ou de chercher à s'emparer du pouvoir par la force. Le pouvoir s'acquiert par les urnes et pas par les armes. Je ne vois pas comment ils peuvent, après avoir pris les armes, c'est-à-dire après avoir enfreint la Constitution, exiger les négociations. La négociation et le dialogue, ça fait partie des éléments constitutifs du fonctionnement de toute démocratie, vous le savez. En démocratie, le dialogue doit être permanent. La négociation doit être permanente. Mais cette négociation, ce dialogue exclut absolument le recours à la violence. Donc, dès lors qu'ils ont pris les armes, ils se sont disqualifiés comme interlocuteurs du peuple congolais. Mais maintenant, ils sont en position de force. Comment le contourner finalement? Ils sont en position de force. Ils menacent, n'eût été peut-être, les médias le disent, n'eût été les forces de la MONUSCO qui se sont interposées. Aujourd'hui, ils seraient dans la ville de Goma. Alors, on ne peut pas négocier avec eux, on ne peut pas les vaincre militairement. Alors, quelle sera la solution? Alors voilà, justement, c'est là le drame des États défaillants. C'est-à-dire que les États défaillants ne commencent pas par se doter de ce que j'appelle les fondamentaux. Et quand les fondamentaux n'y sont pas, les fondamentaux légaux, les fondamentaux éthiques, les fondamentaux que je pourrais appeler tout simplement politiques n'y sont pas, eh bien nous sommes trouvés dans un état défaillant où justement... C'est quoi ça les fondamentaux, M. l'abbé? Ça c'est très générique. Les fondamentaux, c'est donc un état qui a les moyens de défendre sa souveraineté et son intégrité. C'est-à-dire un état qui est organisé de telle façon qu'il ait les moyens d'empêcher que les violents, et que ceux qui recourent à la violence puissent avoir le dessus sur lui.
Un État normal doit détenir le monopole de la violence. C'est-à-dire, dans un État normal, les forces de sécurité doivent être plus fortes que tous les fauteurs de troupes, de tous les hors-la-loi. Sinon, cet État-là va être à la merci de ces hors-la-loi. Et ce que nous avons aujourd'hui, c'est une situation anormale. Ce sont ces fondamentaux-là. Je ne cesse de parler de ces fondamentaux depuis longtemps. Une classe politique, un leadership vraiment acquis à la bonne gouvernance, une justice capable de lutter contre la violence, la corruption, l'impunité, une armée républicaine performante et dissuasive, et une administration efficace à politique et qui fonctionne selon les règles de l'art. C'est ça, il faut restaurer l'État. Si l'État n'est pas restauré, eh ben, il se met lui-même à la merci de tous ces hors-la-loi que sont les M23. Et aujourd'hui, imaginez-vous qu'on accepte de négocier avec les M23. Comme on l'a toujours fait, on va entériner et pérenniser l'état de belligérance, où le pouvoir continuera à être conquis par la violence et ils ne sortiront jamais du cercle vicieux de la violence, du cercle vicieux de la culture de la mort. Et c'est là le danger. Et c'est un danger majuscule, c'est un danger majeur. Parce que tant qu'on n'aura pas restauré le droit, tant qu'on n'aura pas restauré un état de droit, c'est-à-dire un état où les gens savent que le pouvoir ne peut se conquérir que par les unes et jamais par les armes, tant qu'on n'aura pas reconstruit ça, où est-ce que nous irons? Ça serait un cercle vicieux, c'est ainsi que l'insécurité continue. Alors, monsieur l'abbé, dans notre classe politique, opposition comme dans la majorité, depuis quelques jours, c'est le silence radio, sauf un conseil des ministres extraordinaire qui s'est tenu et qui a demandé à la population d'être calme, le temps que l'on puisse rétablir de l'ordre dans l'autre partie du pays. Mais pourquoi ce silence, surtout dans la classe politique? Pourquoi les gens ne parlent pas? Les gens savent ce qui se passe, c'est qu'il y a des pays qui ne veulent pas la paix au Congo, et ça c'est connu de tout le monde, les rapports de l'ONU le disent. Mais dans la classe politique, personne... Non, non, ce n'est pas seulement qu'il y a des pays qui ne veulent la paix ou qui ne veulent pas la paix au Congo. Il y a aussi que les Congolais sont incapables de gérer, d'instaurer la paix. N'oubliez pas que la paix est un droit constitutionnel. Mais ça, c'est le discours des gens qui pensent qu'il faut découper les pays parce que mais les non, sont mais incapables. non, si on est incapable, qu'est-ce qu'on peut faire? Si c'est de notre faute, nous ne pouvons pas chaque fois aller nous cacher derrière les autres. La théorie du complot est trop facile. Quand vous dites que les Rwandais vous ont battu, mais est-ce que les Congolais n'ont pas honte? Le Rwanda, 11 millions d'habitants, 27 000 km², battre un pays de 2 345 000 km², de 70 millions d'habitants. Le silence de nos dirigeants, c'est ce que j'appelle le silence de la honte. Ils ne devraient même pas se taire. Ils devraient assumer la responsabilité de la défense de la souveraineté nationale et de l'intégrité du territoire. C'est une responsabilité. Il ne veut pas dire que ce sont les autres. Non, c'est à nous de l'assumer. C'est à nous de défendre cela. Si nous ne le faisons pas, il ne faut pas que nous en prenions aux autres. Et aujourd'hui, vous dites qu'ils se taisent. Bah, c'est vrai, c'est ce que j'appelle moi le silence de la honte. Mais entre-temps, je peux dire aussi autre chose. Quand vous les entendez parler, ils souffrent. Ils souffrent. La honte a atteint un degré tel que quand vous entendez nos dirigeants parler, quand ils sont sincères, vous sentez qu'ils souffrent et qu'ils ont pris conscience du fait que la faute majeure leur incombe à eux et qu'ils ne peuvent plus simplement accepter cet état de fait. Et c'est pour cela que moi, ce que je proposerais, c'est quoi? Il faudrait que toute affaire cessante, le peuple, c'est-à-dire ses représentants, au niveau du Parlement, au niveau du Sénat, siègent et qu'on demande des comptes, qu'on demande des explications au gouvernement. Ils doivent expliquer qu'est-ce qui se passe. Pourquoi est-ce que, alors qu'ils nous ont dit un moment... Mais le vice-premier ministre en charge de la Défense est passé par là il n'y a même pas un mois. Il a été interpellé sur cette question. Non, mais il a donné quelles explications? Comment se fait-il qu'on nous a dit un moment que nous étions assez forts pour donner 5 jours? On a donné une trêve de 5 jours au M23 pour se rendre. Les 5 jours sont passés. La semaine suivante, nous avons appris que nos soldats avaient été chassés de Bunagana et qui se trouvaient en Ouganda. Maintenant, là, on vient de nous dire il y a 3 jours que nos soldats ont déclenché une offensive contre l'M23.
qu'ils ont mis au état de nuire plus de 100 mutants. Aujourd'hui, 2 jours après, on nous dit que Goma est sur le point de tomber. Tout ça. Le peuple, il y a aussi une grande campagne de l'intox, M. Labé. Les médias internationaux ont dit les officiels ont fui sur Bukavu, alors que ce n'était pas le cas. Il y a aussi une grande campagne d'intoxication. Eh bien, une guerre de ce genre-là est aussi médiatique. Et vous, qu'est-ce que vous faites pour défendre votre pays? Vous n'avez qu'à démentir ça, c'est tout, c'est normal. Notre État, nous devons apprendre à nous défendre. Il n'y a pas de cadeau dans les relations internationales. Si nous nous laissons faire, si nous sommes faibles, tout le monde va nous écraser. La pitié, ça ne fait pas partie des catégories dans les relations internationales. Il faut se doter des moyens de sa souveraineté, des moyens de défendre son intégrité. C'est une exigence de notre Constitution. Parce que le peuple a droit à la paix et à la sécurité. La vie humaine est sacrée et l'État, le pouvoir, a le devoir d'assurer ces droits-là. C'est comme ça que nous devons procéder. Alors, il faut que notre pouvoir apprenne qu'en démocratie, ce n'est pas le peuple qui doit rendre compte aux dirigeants, ce sont les dirigeants qui doivent rendre compte au peuple. Ils doivent rendre compte au peuple, soit directement, donc à tout le peuple par les médias, soit par ses représentants qui sont les parlementaires, les députés. Et ces députés, je leur demande d'interpeller le gouvernement et qu'on nous explique à tous les peuples congolais et qu'on explique surtout à ceux de nos compatriotes aujourd'hui qui meurent, qui sont en déshérence, qui souffrent, qui meurent de faim, de froid, de soif et qui ne savent pas pourquoi. Et qui subodorent, ils savent que ce n'est pas une calamité naturelle, mais un fait des hommes, ils ont droit aux explications de ceux qui nous dirigent, parce que c'est ça la démocratie. En démocratie, les dirigeants ont le devoir de rendre compte au peuple et pas l'inverse. Surtout que ce que le peuple demande, c'est la paix et la sécurité qui sont des droits constitutionnels. Et donc des devoirs pour nos dirigeants. Il faudrait qu'on fasse ça dans la transparence. Mais à la population, aujourd'hui, qu'est-ce que la population peut faire? Parce que, vous voyez, comme hier, dimanche, les gens étaient malheureux, téléphone à l'oreille, qui radio en train d'écouter. Il y a beaucoup de gens qui nous appelaient pour savoir qu'est-ce qui se passe exactement à Bukavu, à Goma. Qu'est-ce qu'il faut dire à la population aujourd'hui? Si nous étions des démocrates, hein, si nous savions ce que c'est que la démocratie, quel est le sens de la Constitution que nous avons nous-mêmes voté et que nous avons donné à nos dirigeants, à nos élus, comme référence, comme cadre de référence, si nous savions cela, eh bien ce que nous allions faire, c'était d'obliger nos députés, ceux que nous avons élus, ceux qui nous représentent, à siéger et à demander des comptes, à demander des explications au pouvoir, au gouvernement. C'est ça que nous devions faire. Parce que vous et moi, qu'est-ce que vous voulez que nous disions? Vous vous rappelez la première fois que nous avons eu le problème avec Nkunda et que Mouzito a été nommé Premier ministre. Il a fini par découvrir qu'il y avait des kits de survie de nos militaires qui étaient à Kisangani. Mais on l'a su combien de mois après? Ce n'est pas normal. Aujourd'hui, il y a urgence. Il y a urgence. Il faut que le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat interpellent le gouvernement pour que le gouvernement rende compte au peuple conformément à la loi, conformément à la lettre et à l'esprit de la Constitution. Parce que c'est eux qui ont en charge, qui ont l'obligation d'assurer la souveraineté nationale et du territoire. C'est à eux de rendre compte de la manière dont qu'ils s'acquittent de ces obligations-là devant le peuple. C'est ça qu'on devrait faire. Évidemment, le téléphone sonne. Qu'est-ce que vous voulez? Moi aussi, il y a eu des téléphones de tous côtés. D'ailleurs, certains coups de téléphone venant de la base. Qu'est-ce que le gouvernement fait? Qu'est-ce que le gouvernement... Mais le gouvernement devrait dire, a le devoir d'expliquer. Soit directement, en s'adressant au peuple, ce qu'on appelle la représentation directe, la démocratie directe, soit indirectement, par la voie Alors, M. Labé, on va finir par là rapidement. Oui. Est-ce que vous pensez aujourd'hui ceux qui disent qu'il faut rompre les relations diplomatiques avec l'Ouganda et le Rwanda à cause de leur implication avérée dans cette crise? Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, soyons sérieux. Si nous estimons que ce sont ces pays qui nous agressent, pourquoi nous devons continuer à dire que nous avons des relations normales, que nous devons continuer à adopter le profil bas? On a vu que le profil bas ne paye pas. Les agresseurs s'en foutent. Passez-moi le terme. Les agresseurs s'en moquent. Et donc, il faut trouver une façon, une réponse appropriée. Celle-là n'est pas appropriée.
C'est vrai que les guerres se terminent toujours par les négociations. Mais attention à la position dans laquelle vous négociez. Parce que si vous négociez en position de faiblesse, vous ne négociez pas. Et il n'est pas évident que la rupture des relations diplomatiques ne ferait souffrir que le Congo. Parce que moi, je ne comprends pas comment le Rwanda peut aujourd'hui perturber le Goma, alors qu'une bonne partie de ceux qui nourrissent le Rwanda vient de Goma. Et aujourd'hui, les gens ne travaillent plus au champ. Hein? Le grenier du Rwanda, c'est le Congo. Et donc, je pense qu'il faut penser, il faudra penser à des solutions beaucoup plus énergiques. En tout cas, le profil bas s'est avéré inefficace et ne paye pas. Donc, il faut tenter autre chose, y compris éventuellement la rupture des relations diplomatiques. Merci, M. l'abbé, pour toutes ces analyses. Merci à vous qui nous avez suivis. Nous suivons de très près cette situation qui prévaut actuellement à l'est de notre pays. Il faut que nous restions mobilisés parce que devant la situation actuelle, il n'y a ni majorité ni opposition parce que ce sont nos frères qui souffrent, ce sont nos parents, ce sont des enfants qui sont aujourd'hui, comme M. l'abbé le disait, en train d'errer dans la brousse, à la merci des intempéries et même des bêtes sauvages. Et tout cela n'honore pas les grands Congo que le Lumumba voulait grand, prospère et même un pays de référence au cœur de l'Afrique. Merci encore une fois de plus et à la prochaine.